Bonjour jeunes gens. Aujourd'hui nous allons parler de la monarchie britannique au XVIIe siècle et on va essayer de comprendre sa spécificité à cette époque. Pour cela nous allons revoir deux définitions importantes. Monarchie modérée ou tempérée et les droits fondamentaux. Une monarchie modérée ou tempérée, c'est un système politique dans lequel le pouvoir d'un souverain est limité par l'exercice et la présence du pouvoir d'une assemblée d'élus, en l'occurrence le Parlement, ainsi que de la garantie des droits fondamentaux. Les droits fondamentaux, c'est un ensemble de droits essentiels d'un individu ou d'un groupe d'individus au sein d'une société garantis par des lois. Donc, nous allons parler de la monarchie britannique qui est un exemple de monarchie modérée en trois grandes lignes. Nous allons voir d'abord le caractère exceptionnel de la monarchie britannique au XVIIe siècle, les évolutions qui ont conduit à l'instauration incontestable de ce modèle, et troisièmement, les deux textes incontournables qui ont établi cette monarchie modérée. Nous avons vu ensemble, dans les vidéos précédentes, le cas de l'absolutisme, dans lequel le pouvoir royal n'est limité en rien. Le roi exerce tous les pouvoirs, exécutifs, législatifs et judiciaires, sans entrave. Ce modèle était répandu partout sur le continent européen au XVIe, au XVIIe et au XVIIIe siècle. Le cas de la monarchie absolue sous le règne de Louis XIV est son modèle le plus connu et le plus abouti. Le pouvoir royal, dans ce cas-là, est légitimé par l'hérédité et la volonté de Dieu. Dans ce cas-là, personne n'oserait contester l'autorité divine. Et c'est en ça que la monarchie britannique est exceptionnelle. Depuis le XIIIe siècle, 1215 plus précisément, il existe un texte qui limite le pouvoir royal, la Magna Carta. Magna Carta ou Grande Charte. Selon ce texte de loi, le pouvoir royal est limité parce que l'autorité et l'action du roi est contrôlée par le Parlement. Il y a eu quelques petites tentatives d'instauration de l'absolutisme au XVIe et au XVIIe siècle. Henri VIII d'abord, 1509-1547, en instaurant son autorité sur l'Église et en voulant faire tout ce qu'il désirait, c'est un premier essai qu'il faisait pour instaurer une monarchie absolue. Les deux premiers rois Stuart, Jacques Ier, 1603-1625, et son fils Charles Ier, 1625-1649, ont tenté eux aussi d'instaurer la monarchie absolue. Jacques Ier d'abord s'était proclamé comme le seul intermédiaire entre Dieu et son peuple. Charles Ier est allé encore plus loin que ça, en voulant imposer son pouvoir sur le peuple. Il a voulu instaurer le contrôle total de sa politique sur le pays. Jacques Ier avait considéré que le Parlement était une nécessité, une obligation. En voulant faire entrer son pays dans la guerre de 30 ans, 1618-1648, Charles Ier en a profité pour affaiblir, pour confisquer tous les pouvoirs du Parlement à son profit. Cela
provoque une réaction en chaîne et ceci aboutit à une guerre civile entre le Parlement et le roi, de 1642 à 1649. Une armée parlementariste a été créée par un certain Oliver Cromwell, un petit noble devenu le chef des troupes anti-royalistes et descendant indirect d'un autre serviteur, Thomas Cromwell, un des serviteurs d'Henri VIII. Mais ça, c'est une autre histoire. Cette armée a fini par remporter la victoire sur celle de Charles Ier en 1647. Et moins de 2 ans plus tard, en 1649, Charles Ier a été condamné et exécuté, décapité à coups de hache. Cela provoque un choc au sein des monarchies absolues européennes. Et cela provoque notamment un grand tournant dans l'histoire de l'Angleterre. En effet, dans les années qui suivent, Oliver Cromwell instaure un nouveau modèle de régime, un régime dit républicain. Il devient Lord Protector. C'est un peu compliqué à vous expliquer. Il est en quelque sorte le chef de l'Angleterre sous une nouvelle forme. Et très rapidement, il instaure une dictature militaire sur ce modèle-là. À sa mort, en 1658, son fils n'a pas la même carrure que lui et ne parvient pas à instaurer son autorité. Le Parlement en profite pour restaurer la monarchie, faisant appel au fils du roi décapité, Charles II. À partir de cette restauration en 1660, Charles II, puis son successeur Jacques II, 1685-1688, tenteront de rétablir les liens et les relations au sein de la société britannique, de leur sujet. Notamment apaiser les tensions entre catholiques et protestants et rétablir les liens de fidélité entre la couronne et les sujets du roi. Charles II y parvient tant bien que mal, mais après sa mort en 1685, Jacques II, converti au catholicisme, tente de rétablir le catholicisme en tant que religion d'État. Cela a déjà provoqué d'énormes problèmes chez les Tudors, notamment Marie Tudor, qui a essayé d'imposer le catholicisme par la force. Jacques II a essayé d'une autre manière, mais ça a provoqué des tensions et le Parlement britannique, notamment la Chambre des Lords, va faire appel au gendre et cousin de Jacques II, le prince électeur Guillaume d'Orange. En 1688, Guillaume d'Orange débarque en Angleterre et remporte victoire sur les troupes de Jacques II. En conséquence, il contraint Jacques II de quitter le pays et d'abdiquer. Par la suite, il se fait proclamer roi à sa place sous le nom de Guillaume III. Et là, le Parlement, composé de la Chambre des communes et de la Chambre des lords, voit son pouvoir s'affirmer parce que désormais, le pouvoir royal va être strictement limité au strict nécessaire parce que le pouvoir réel sera directement exercé par le Parlement. Le roi sera contraint d'adopter et de promulguer les lois
adoptée par le Parlement. Voilà le résultat de l'évolution en moins d'un siècle. Donc vous voyez, par rapport à ce qui existait en Europe et surtout par rapport au modèle de Louis XIV, c'est exceptionnel. Mais il y a plusieurs garanties qui ont été établies entre 1679 et 1689. En effet, deux lois vont garantir non seulement le caractère modéré de la monarchie, mais aussi la stabilité des lois fondamentales, des droits fondamentaux du peuple britannique. Tout d'abord, l'habeas corpus, 1679. Il s'agit d'une loi qui limite le pouvoir judiciaire arbitraire du roi. Ce texte de loi impose certaines conditions pour que le roi puisse enfermer quelqu'un pour des raisons criminelles ou supposées criminelles. Elle établit notamment l'instauration d'un système juridique qui permet de juger les suspects. Ce texte va devenir un modèle en Europe et surtout pour les Lumières, sachant que l'habeas corpus ne sera pas intégré dans les esprits en France. L'habeas corpus servira également de modèle pour les États-Unis. À l'époque, les colonies britanniques en Amérique. Je vous parlerai de la naissance des États-Unis dans quelque temps. Deuxième texte de haute importance, le Bill of Rights. Bill of Rights, établi en 1689, soit quelques mois après l'avènement de Guillaume III. Il délimite les droits individuels et collectifs au sein de la société. Et durant la première partie du texte, il existe certaines garanties. Les doléances du peuple qui doivent être écoutées et les droits et libertés que le roi doit respecter. Ce qui confirme davantage les droits du Parlement. Comme je l'ai dit, le Parlement exerce la réalité du pouvoir en tant que représentant du peuple. Et les droits fondamentaux, le droit de vote, le droit de manifestation, la liberté d'expression et même la liberté de culte, tout ceci est assuré par le Bill of Rights. Et c'est dans ce contexte-là que va peu à peu se développer, au sein même de ce modèle britannique unique, un nouveau modèle intellectuel que nous verrons dans notre prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre la monarchie britannique telle qu'elle existe encore aujourd'hui, même si nous sommes allés encore plus loin. Aujourd'hui, la reine Elisabeth II, sur le trône depuis 68 ans, vous vous rendez compte? 68 ans. Elisabeth II n'exerce qu'un pouvoir représentatif et n'a pratiquement plus aucune influence. Elle n'a le droit que consulter, prévenir et protéger. C'est tout. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo sur le nouveau modèle intellectuel anglais. À bientôt.